Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre au JDS, journal du dimanche au soir. Pendant les 1h30, nous aurons à aborder les sujets suivants. Emmanuel Macron, réélu au second tour de l'élection présidentielle française, le premier à le faire depuis Jacques Chirac, le Front national de Marine Le Pen marque tout de même une forte progression. Nous allons revenir aussi en image sur le vote à Ouagadougou, celui des Français. Et puis culture, nous irons à la découverte d'un recueil de 5 récits, La Bonne à toute ère, une œuvre de Bernadette Dao. Nous nous intéresserons aussi à une pièce de théâtre, adaptation de l'œuvre d'Amadou Koné au Carrefour international de théâtre de Ouagadougou Sito. Noël Minougou, metteur en scène, sera justement avec nous. Et enfin, sport, championnat national des petites catégories, à savoir les U15, U17 et U20. Cela a connu son dénouement ce week-end au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Plus de 2000 équipes du territoire national on prépare à ce championnat. Vous aurez donc l'épilogue. Et puis, dans une seconde partie de la partie sport, nous allons parler arbitrage au Burkina Faso, toujours avec Claude Romba. Et puis, dire donc à ceux que nous suivrons tout au long de ces 1h30 que nous allons aussi aborder la question de la valorisation des déchets avec le travail fourni par un chercheur, Aristide Souré. Il fabrique du compost à partir de bouts de vidange. Comment? Élément à découvrir dans ce JDS, journal du dimanche au soir, dont la première rubrique est celle politique. Nous l'annoncions en titre, le président sortant français Emmanuel Macron arrive à la première place et convainc 58,2% des votants lors du second tour de l'élection présidentielle 2022. En réunissant donc 41,8% des votes, Marine Le Pen figure à la deuxième place. 71,8% du corps électoral a participé au scrutin. Ce taux est inférieur donc à celui du premier tour qui s'élevait à 73,69%. Marine Le Pen a parlé de score historique dans son discours juste après les résultats. Le cap pour tous est mis sur les législatives prochaines. Et puis pour revenir à Ouagadougou, comme nous l'annoncions en titre, avant donc la proclamation des résultats dans la matinée, les Français du Burkina Faso ont voté à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Tout s'est passé assez bien, a déclaré donc le président des bureaux de vote, Samé Safti, dans un constat qui nous est partagé par Michael Tougri, ici à l'Institut français de Ouagadougou. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen au Burkina Faso, ils sont moins de 3000 électeurs appelés aux urnes pour ce second tour de la présidentielle française. Ce dimanche, les électeurs de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso sont allés voter pour leurs candidats. Et à la mi-journée, selon le président des bureaux de vote, aucun incident n'est à déplorer. Tout se passe de façon normale, va-t-il insister? Là, pour l'instant, tout est fluide. Comme vous voyez, les temps d'attente sont minimes. Tout se passe bien grâce à la bonne organisation mise en place par M. l'ambassadeur et son équipe et par le consulat général et évidemment toute l'équipe du consulat général est mobilisée et nous avons aussi un bon dispositif de sécurité. J'en profite également pour remercier les autorités burkinabées d'avoir mis en place un dispositif de sécurité largement satisfaisant. Pour ce second tour de la présidentielle, à l'Institut français de Ouagadougou, les électeurs sont venus accomplir leur devoir citoyen. C'est lui de choisir le prochain président de la France pour les 5 prochaines années. Et en croit Samé Safti, président des bureaux de vote, comme pour toute élection, le défi reste le taux de participation et la bonne tenue du scrutin. Il y a eu une bonne participation, n'est-ce pas, aux élections. La communauté française du Burkina est largement mobilisée. Le taux de participation s'inscrit dans la moyenne mondiale de la communauté française qui réside à l'étranger. L'enjeu, évidemment, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incidents qui entachent la régularité des opérations de vote. Et comme je vous le disais, tout se passe bien, tout est fluide, grâce donc à l'efficacité de l'équipe du consulat général et grâce à la bonne mise en place et organisation donc du bureau de vote. Pour cette présidentielle française d'avril 2022, la candidate du Rassemblement national est à nouveau face à Emmanuel Macron pour ce second tour, comme en 2017, qui avait consacré la victoire du candidat de la République En Marche.
Faut-il le rappeler, pour le premier tour de l'élection présidentielle française, le candidat Jean-Louis Mélenchon de la France Insoumise était arrivé en tête au Burkina Faso avec 36,23%, suivi d'Emmanuel Macron, 33,38%. Marine Le Pen, elle était arrivée en 5e position avec moins de 7% des suffrages exprimés. Nous l'annoncions tantôt et nous le rappelons donc, Emmanuel Macron, le président français sortant, a été réélu avec 58,2% et celle qui vient après, c'est 41,8%, donc Marine Le Pen pour ce second tour. Ceci dit, nous restons à Ouagadougou. Les 30 et 31 mars 2022, des jeunes ont saccagé, on se rappelle bien, des débits de boissons, c'était à Béguédo, dans la province du Boulgou, région du centre-est. 3 semaines après, les propriétaires, toujours sous le choc, tentent de reprendre le service malgré les traces de violence toujours présentes. Il faut rappeler que l'affaire convoquée en justice a été reportée. Ils attendent que justice soit rendue et à être dédommagée. Retour sur les événements dans ce reportage signé Abdoul Rahim Niénié. 3 semaines après les événements, les traces sont toujours visibles et le souvenir encore vif dans l'esprit des victimes. Du matériel de sonorisation endommagé, des chaises et des caisses de boissons cassées et des maisons vandalisées. C'est le constat que l'on peut encore faire sur les lieux des débits de boissons qui ont subi la furie des vandales. Au total, 5 maquis ont été saccagés lors des événements. Après avoir recueilli les témoignages sur place, ici, on retient que les 30 et 31 mars dernier, des jeunes de Béguédo, sous le prisme de leur foi, ont violemment marqué leur désaccord face à la présence de débits de boissons et des filles de joie dans leur commune. Certaines victimes disent avoir été averties, mais ne s'attendaient pas à de telles représailles. De 30, ils sont venus qu'ils ne vivent pas les filles qui sont dedans ici en train de se vendre 1000 francs, 2500 là. Nous on dit ok, il n'y a pas de problème. Demain on va les renvoyer. Le jour de 31 maintenant, ils ont retourné venir, ils n'ont pas trouvé les filles là. Ils ont pâché, ils n'ont rien dit. Deuxième tour encore, ils ont retourné venir. Ils n'ont rien dit, ils ont parti. Troisième fois maintenant, ils sont rentrés en train de casser, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien parlé. Cacher des bouteilles, des ventilos, des maisons, des portes, tout s'est cassé. Retiré, et puis encore, ils soulèvent. Si le beau ventilo qui est bien, et ceux qui ont intérêt seulement, ils apportent. La gérante m'a dit que non, il y a 3 jeunes qui sont passés ici. La donné un avertissement de quitter les lieux entre 24 heures. S'ils n'exécutent pas ce qu'ils ont demandé, à leur passage, ils vont les égorger. Mais attends, donc c'est les jeunes du village ou bien c'est des étrangers? Que non, que c'est des jeunes du village, mais elles-mêmes, elles les connaissent. J'ai vite appelé le CB pour comprendre la situation. Lui, il m'a dit que bon, comme c'est ainsi et que c'est la foule et que c'est la nuit, de dire à mon gérant de se cacher, de fuir quoi. Il ne faut pas qu'ils vont les blesser. Et moi aussi de ne pas me rendre là-bas parce que ça peut tourner autrement. Et c'est ce que j'ai compris aussi. Je ne suis pas venu voir. Donc c'est le lendemain que je suis venu constater que les dégâts étaient vraiment énormes. Dans le maquis de Nakambe et de Mamoudou Dabré, les travaux de réhabilitation ont commencé. Jusqu'à présent, il n'en revient pas. Lui, qui pensait que l'avertissement concernait uniquement la présence des filles de joie. Ils ne disent pas qu'ils viennent pour saccager, mais ils viennent pour chasser les filles de joie dans la commune. Et quand ils sont venus, ils n'ont pas constaté les filles même étaient tous partis. Et qu'ils ont dit que non, ils ont tourné leur objectif ailleurs, que bon, ils ne viennent pas les débits de boissons dans la commune de Béguédo. Tout en criant Allahu Akbar, en cassant tout qu'ils trouvent, en buvant ce qu'on a dans les frigos et en emportant ce qui est emballé. Ces événements ont troublé la quiétude de ces promoteurs d'espaces récréatifs et de divertissement qui estiment que c'est avec la peur au ventre qu'ils vont désormais mener leurs activités ici à Béguédo. Il y a de plus en plus de l'intolérance, un véritable problème à résoudre pour ne pas mettre à mal le bon vivre ensemble. Ce que moi j'ai commencé à rassembler pendant 17 ans. 10 jours seulement, ils ont détruit ça en rien de temps. Moi, ça m'inquiète. Moi, je n'ai plus confiance. Est-ce que demain, ça serait comment? Ou après demain, ça serait comment? Moi, en tout cas, je suis plus libre dans ma peau parce que je ne m'attendais pas à ça.
Avant là, il n'y avait pas peur, mais nous, en tête, là, on a peur. On ne sait pas qu'on est ici, là, ils vont venir, quand venir nous chercher ou bien venir nous tuer. Parce qu'avant, là, il n'y avait pas ça, mais maintenant, là, il y a ça, non. On a peur à Begrou. L'autre problème, en plus des pertes matérielles enregistrées par les responsables de ces maquis, c'est le chômage technique dans lequel les employés sont plongés. Éric Compaoré, lui, peine à trouver la formule pour répondre aux besoins de ses 20 employés. Et depuis ce jour, nous aussi, on ne travaille plus, on est là, les employés se plaignent, les servants se plaignent, les caissiers se plaignent, les managers se plaignent pour récupérer les salaires. Bon, moi, je vais faire comprendre qu'en tout cas, vous avez vu que moi, je suis dans une faillite totale. Donc, non, quand même, sujet, on va voir dessus après les fêtes. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? La justice s'est saisie de l'affaire et les propriétaires des maquis vandalisés disent être vus comme des ennemis dans la ville de Béguédo. Pour certains, ils sont à la base de l'arrestation et de l'incarcération de leurs proches. Dans le cadre de cette affaire, une vingtaine de personnes, dont des imams, sont détenues à la maison d'arrêt et de correction de Tinkodogo. Maintenant, on dit que non, que c'est nous qui avons fait tout. On a envoyé les enfants aux prisons, tout à la fois. Il n'y a pas de paroles qu'on ne dit pas. Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va faire. On est peur maintenant de vivre ici même. Tout compte fait, il souhaite que justice soit rendue et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur pour dissuader et éviter de tels actes dans l'avenir. Moi, je veux que la justice n'a qu'à faire son travail et tout ce qu'ils ont eu à dater, ils n'ont qu'à me remettre ça. Là, je vais commencer à travailler comme d'habitude, mollo pour arriver au bout. Moi, j'attends de la justice burkinabé que les réparations soient faites d'abord. La justice soit faite pour éviter ce comportement qui n'arrange personne. D'abord, même les pays, même en insécurité. Et la jeunesse de Burkina aussi, ça donne à ces actes de vandalisme, ces actes de violence-là. Vraiment, je demande à la justice d'appliquer avec sa rigueur la loi. Il demande également que des actions de sensibilisation soient menées afin de cultiver la tolérance à Béguédo. Prévu pour le 22 avril dernier, le procès a été renvoyé au 4 mai prochain. 23 personnes comparaissent pour destruction de biens et d'autres suspects sont toujours recherchés. Notre rubrique que nous abordons à présent, c'est celle culture. Nous l'annoncions en titre, nous allons aborder la question d'un recueil, La bonne à tout terre. Et nous le disions, c'est de Bernadette Dao, épouse Sanou, que j'ai d'ailleurs le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. J'ai envie de dire Madame la ministre. Parce que pour ceux qui ne savent pas, vous avez été comme ministre de la Culture de 86 à 87. Vous avez été de 99 à 2000 ministre de l'intégration régionale en charge des organisations sous-régionales. Et quand on dit ministre de la Culture, c'est quand même une bonne histoire. Parce que lorsque le Burkina décide d'un ministère plein dédié à la culture, c'est vous, une dame, qui êtes désignée. Ça marque quand même. Oui, effectivement, ça a été le cas. Merci de me recevoir. Je devrais commencer par là. Merci beaucoup. Ça a été effectivement le cas en 86, sous la Révolution. Et je dois dire que je ne crois pas avoir fait grand-chose pour mériter ce poste-là, parce que je ne militais pas particulièrement. Je crois que c'est un peu le paysage culturel qui m'a aussi porté, qui a attiré l'attention sur moi à cette époque. C'est ça, beaucoup d'humilité, mais quand même en 86, une année avant, quand je parle du poste de ministre de la Culture, en 86, vos deux recueils de poèmes, Parturition et Émeraude, en poésie pour enfants, reçoivent chacun le premier prix du Grand Prix national des arts et des lettres. Vous êtes aussi la première dame à remporter ce prix en poésie. Effectivement. C'est bon à rappeler parce que c'est pas rien. C'était le troisième numéro de la SNC. En tout cas, c'était la SNC 86. Les deux recueils, Parturition était poésie pour adultes et Émeraude, poésie pour enfants. Et j'ai eu vraiment la très grande grâce de remporter les deux prix.
J'étais moi-même très surprise, mais ça a été le cas et c'était bien pour moi. Je crois qu'effectivement, ça a permis de me faire connaître. Et depuis, j'ai essayé de maintenir un peu la plume. C'est ça. Vous maintenez la plume tant et si bien qu'on a maintenant la bonne à toute terre. Mais avant, quand on regarde, j'ai parlé de parturition tout à l'heure. Il y a l'île au Burkina, Côte-Part et Symphonie, parturition dont je parlais tout à l'heure, Émeraude, Pouilly, la dernière épouse, la crèche du petit Mohamed, la femme de diable, pour Fabienne Essier. Je pense que Fabienne, c'est ça, et compagnie. Fabienne, c'est bien le nom de votre enfant. Oui, c'est le nom de notre première fille. C'est cela. Oui. Et puis la bonne à toute terre que nous avons d'ailleurs entre les mains. Un recueil de 5 récits de nouvelles qui sont comme des chroniques sociales, on va dire comme ça. Ce sont des récits de vie. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai lu d'un trait. Ça se laisse tellement lire. Je l'ai lu d'un trait. Vous abordez beaucoup de questions. D'abord, on commence par le premier récit, c'est Koukouba. Koukouba, vous abordez là la démence humaine. Oui, le titre, c'est Le fils de Koukouba la folle. Alors, il s'agit justement de ces pauvres femmes qu'on voit errer dans les rues de Ouagadougou, qui sont des malades mentales et qui n'ont où aller. Elles traînent dans les rues et puis du jour au lendemain, enfin, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Toujours est-il que elles tombent en grossesse. Comment... évidemment, tout le monde sait comment une femme tombe en grossesse, mais quand même une folle. On se demande comment ça peut se passer, qui peut bien être l'auteur de ce genre de situation, d'autant que finalement, personne ne veut s'afficher comme le père, comme l'auteur de cette grossesse et le père de l'enfant qui en sortira. Alors, c'est tout le drame de cette pauvre femme. Évidemment, et quand on lui demande qui est l'auteur de la grossesse, j'ai lu ce passage qui m'a fait sourire. Quand on insistait, elle répondait en riant très fort qu'elle avait eu son fils en se grattant le nombril. Ouais, avec son petit doigt. Avec son petit doigt. Oui. Mais derrière, il y a ce drame de notre société que vous racontez. Parce que vous dites d'abord... Et à la réalité, se promènent, on connaît comment sont les fous, ils n'ont pas conscience quelquefois de leur nudité. Et ceux qui passent à ce carrefour-là, les hommes la regardent et quelquefois à oublier quand on passe au vert ou à l'orange ou au rouge. Et ce sont des inconnus, en tout cas, qui feront le pas. Et après, elle se retrouvera avec cette grossesse. Mais par devers elle a des pièces d'identité, elle a des documents. Et puis, quelquefois, quand certains passent, elle donne des noms. Et tellement ça dérange, on l'envoie loin du carrefour où elle était. Les gens se cachent d'elle parce que, évidemment, elle est peut-être folle, mais elle a des moments de lucidité. C'est ça. Et pendant ces moments-là, elle reconnaît ceux avec qui elle a eu ce que vous pouvez deviner. Et puis, elle a dû leur subtiliser leurs pièces d'identité. En tout cas, toujours est-il qu'elle arrive à retenir les pièces d'identité de certains d'entre eux. Et je crois que c'est par peur, finalement, qu'elle dévoile un peu les identités de ceux qui l'ont fréquentée, qu'elle subit ce sort-là d'être tuée. Et l'auteur, vous décidez de l'appeler Monsieur Machin. Monsieur Machin, oui, parce que... oui, c'est tellement ignoble de mon point de vue que, il ne mérite pas un nom d'humain. C'est mon jugement. C'est peut-être très dur, mais oui, c'est Monsieur Machin. De toutes les façons, il peut avoir le visage de n'importe lequel de ces hommes qui hâtent le pas quand Koukouba les appelle, et Délico, et un tel, qu'elle les reconnaît. Alors, c'est Monsieur Machin. Ça peut être n'importe qui. Responsable de ce coup, pour le moins vraiment ignoble, comme je dis. Oui. Et il y a la fin que vous lui réservez aussi. Oui, la fin atroce de ce monsieur Machin que le sort a puni de façon très dramatique, parce que il faut croire qu'il a sacrifié Koukouba dans un truc rituel. Et comme on le dit en Afrique, vous savez, ces choses-là, on dit que quand ça ne marche pas bien, ça se retourne contre vous. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé pour lui? Toujours est-il que il s'en est pris au caïl cédra sous lequel il a fait immoler, il a fait tuer Koukouba.
Et puis, il s'est fracassé la tête. Il s'est pas suicidé, mais en tout cas, quelque chose qu'on ne peut pas... Il y avait comme quelque chose qui le hantait. Qui le hantait, c'est cette chose-là l'a détruit. Voilà. Mais il y a la fin qui parle aussi, hein. Lorsque vous parlez du Fils, oui. Vous dites à ce jour comme un Dieu et qui porte sur le monde des yeux de détresse que personne ne peut combler. Parce que la grande question, c'est d'où je viens. D'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que je vais devenir, qui est mon père, qui est ma mère, qui va lui expliquer tout ça. On aura toujours des difficultés à lui expliquer exactement ce qui s'est passé. Et voilà un enfant qui va grandir avec des choses terribles dans la tête. Le jour où il entreprendra de découvrir ça, ça va être, à mon avis, terrible pour lui, un drame. Mais bon, c'est tout ça. Vous avez voulu coucher donc sur papier ces réalités-là qu'on voit, parce qu'on a plusieurs fois vu des folles avec des ventres, après avec des bébés dans les bras. Et tout le monde se pose la question. Mais vous parlez aussi de notre société qui ne va pas plus loin. Hein. Après, on oublie. Après, on oublie, effectivement, c'est ça qui est. Et ça reprend, le cycle reprend, ou c'est des choses comme ça, ou alors c'est des bêtes tuées ici et là. En tout cas, c'est des drames de cette nature qui ne sont pas à notre honneur, quoi. C'est cela. J'ai dit que c'est des histoires de vie, un genre de chronique sociale. Quand on prend un coup de chaud, on fait le pas vers une autre thématique. Hein. C'est un peu, on va dire comme ça, des erreurs de jeunesse. C'est juste un jour, c'est un moment, dirait certaines faiblesses. Et puis donc, et Lucille, c'est autre chose. Effectivement, les choses se sont passées comme ça. La pauvre jeune fille, elle allait voir son copain, elle allait chercher son copain dans une cité universitaire. Elle s'est trompée de chambre, de pavillon, en fait, de pavillon. Et puis elle est tombée sur ce jeune homme que elle ne recherchait pas, évidemment. Et puis, ma foi, une attirance subite, les a comme foudroyés. Un coup de foudre absolument fou les a jetés dans les bras l'un de l'autre. Et puis ça s'est terminé par une grossesse que la fille ne désirait pas, bien sûr, puisqu'elle ne connaissait pas le monsieur, elle venait de le rencontrer, etc. Et elle n'a pas voulu retourner vers lui. Bref, c'est ça l'histoire. Il ne faut peut-être pas raconter ce qui s'est passé, mais comme vous le dites, c'est des erreurs de jeunesse, c'est des choses qui arrivent. Et puis, ce n'est pas forcément de jeunesse, je veux dire. C'est des égarements qui peuvent arriver à n'importe qui et puis se terminer de façon tragique. C'est la vie. Mais bon. C'est la vie. On va continuer parce que après ça, il y a le diable a gagné. Voilà, le diable a gagné. Là, on quitte un peu ces sujets-là qu'on a du relationnel entre les gens pour aborder celui un peu politique, mais des fois dans des choix cachés, hein, parce que nos hommes ne sont pas simples. Ce qu'on voit sur cette politique-là, c'est le ministre Ngolo du village de Karasso. J'aime bien la façon dont vous choisissez vos noms, parce qu'il y a toujours quelquefois une signification. Je me rappelais de Nyaniso, par exemple. Dans le premier récit, d'où vient Kukuba. Et vous dites ça signifie c'est la maison de la douleur, de la souffrance. Nyani c'est la souffrance. Et puis Nyaniso, c'est la maison, le village de la souffrance, de la douleur, du mal vivre, quoi. Voilà. Et je disais, dans Le Diable a gagné. Karasso, c'est le village. Kara, c'est le malheur. Le malheur, c'est ça. Donc c'est le village du malheur, parce qu'il y habitait un diable qui pouvait acquérir les gens à sa cause en leur faisant miroiter, en tout cas en leur faisant croire qu'il pouvait leur faire acquérir le pouvoir, des choses comme ça. Ça marche tant que vous vous acquittez de ce que vous avez promis à ce diable. Mais si vous l'oubliez, ça va être à vos dépens. Et le ministre Ngolo a oublié. Le ministre Ngolo a oublié. Il était devenu si fort, si puissant, si incontournable. Qu'il a tout perdu de vue. Il ne voyait plus rien de près, notamment ce diable qui l'avait aidé à devenir ministre, et il s'est vengé de lui.
Mais Madame Daou, j'ai dit d'entrée que vous avez été en 86 là, ministre de la Culture, en 99-2000, ministre de l'intégration régionale. À ce niveau-là, c'est des choses dont on entend parler. Ah oui, de toutes les façons, on est des Africains, il ne faut pas se voiler la face, ce sont des choses, des pratiques qui existent. Maintenant, on y croit pas, mais c'est des pratiques qui existent, aussi bien dans tous les domaines, y compris le domaine politique, le domaine sportif, alors là, n'en parlons pas. On parle de choses absolument abominables, de sacrifices pour gagner des matchs, des choses de ce genre. Voilà. Et c'est le descriptif et les mots qui sont choisis, c'est tellement imagé. Et elle s'était aussitôt toute alignée derrière lui, le coq en tête, suivi du chat noir, puis du chien noir, du cabré noir, du bouc noir et enfin de l'imposant taureau noir. Et tous ont été immolés pour le sacrifice. Et Ngolo, lui, a oublié qu'il devait tout au diable. Et s'ensuit donc ce qui finit aussi tragiquement, une punition terrible. En plein discours, quelque part, il y a quelqu'un qui... Voilà, un châtiment. Et tout net, il tombe devant tout le monde. On va aller maintenant à la bonne à toute terre. Ah ça. La bonne à toute terre. Le titre du C'est même le titre. Voilà. Oui. La bonne à toute terre. Et là, ça, je veux dire que c'est dans les familles. Oui, c'est dans les familles, dans le foyer, dans les ménages que vous rentrez. C'est le sort des domestiques. C'est le sort des domestiques qu'on aborde là, de certaines domestiques. C'est pas comme ça que ça se passe dans tous les foyers. C'est ça. Mais parfois ça arrive. Et c'est dans la famille Kwara. Donc comme vous racontez cela, et la jeune fille c'est Isabelle, qui se retrouve par la force des choses à sortir d'abord avec le mari de la sorcière, parce que c'est comme ça qu'il appelle sa femme. Oui. En fait, ils ne sortent pas ensemble, c'est-à-dire il a trouvé une bonne occasion sous la main. C'est ça. Alors il a une jeune fille là sous la main, il en profite impunément. Et finalement, son fils cadet aussi il prend goût. Et puis ils sont les deux finalement à se partager, excusez-moi ce mot-là, la pauvre Isabelle qui se retrouve donc pris dans cet engrenage. C'est ça l'histoire. Et malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans les foyers. Mais on sent qu'elle se contient. Il y a un moment donné où on a l'impression aussi qu'elle tire plaisir à faire mal à son bourreau, en lui rappelant que son fils aussi serait ceci ou cela. Voilà. Et ça finit aussi tristement qu'avec de façon tragique. Pourquoi cette chose? J'ai l'impression que vous... Mais là, c'est pas l'homme. Bon, lui aussi se retrouve dans une situation bien difficile puisque ses enfants le quittent, sa famille le quitte. Mais il y a la dame qui, d'entrée, vous dites, n'était pas vraiment tendre avec elle. Qui, elle aussi... C'est-à-dire, elle était vraiment le souffre-douleur de la famille. Et puis, souffre-douleur dans tous les sens du mot, finalement. La femme... la maîtresse de maison lui en faisait voir de toutes les couleurs et finalement les hommes abusaient d'elle. Bon, il faut croire qu'elle aussi, elle était un peu vicieuse sur les bords quelque part parce qu'elle a dû y prendre elle aussi plaisir un moment, mais bon, à son corps défendant. Et puis elle payera comme tous les protagonistes, à part le fils, tous les protagonistes paieront. C'est finalement leur méchanceté et leur... Et puis, c'est pas une implosion, c'est presque une explosion. C'est qu'elle a presque toujours gardé qu'il en va vers un enclin meurtrier presque, et elle est rattrapée in extremis, mais la mort viendra toujours après. Oui. D'accord, on va terminer par des sorcières bien utiles. Ça aussi j'ai aimé. Mais là, vous nous envoyez une petite pique à nous les journalistes. Ah bon? C'est bien ça. Je sais pas, mais en tout cas, le journaliste de l'affaire, d'abord le sujet, des sorcières bien utiles, c'est un lieu, de toutes les façons, vous avez lu l'histoire. Les gens ne vont vers elle que pour s'exhiber dans un semblant de gestes généreux, de générosité très démonstrative, mais qui les met eux en scène. C'est ça. Pas qu'ils se soucient du sort de ces vieilles, mais au moins on les aura vues faisant des cadeaux à ces sorcières, etc. Et à la télé, ça passe bien. Voilà. Et puis... et vous, les journalistes, c'est vrai que vous couvrez très souvent ces choses-là. Et
vous faites, peut-être pas complice, mais en tout cas, vous participez à quelque chose dont peut-être parfois vous ne mesurez pas totalement la portée, parce qu'effectivement, ces femmes-là, elles sont comme abandonnées à elles-mêmes. Tous ceux qui vont vers elles, c'est pour se faire voir eux. Pas parce qu'ils veulent que la situation de ces personnes malheureuses est exclue. Pas qu'ils veulent que ça change. Ils ne font rien pour que leur situation change. La preuve, c'est que l'une d'elles va tomber malade et même mourir, et aucun d'eux ne bougera le petit doigt. Alors, moi, je vous interpelle un tout petit peu. Quand vous faites ce genre de couverture, est-ce que vous envisagez des choses par derrière? Est-ce qu'il ne serait pas bon de poursuivre un peu, de creuser un peu plus loin, de faire bouger les choses en faveur, justement, de ces populations-là? Vous parlez d'une générosité exhibitionniste. Et quand on le lit, c'est tellement vrai. Ces messieurs qui viennent dans de grosses voitures, il y a les dames qui sont devant, qui sont dans des riches bassins. Cocaïne. Voilà, et bassins cocaïne, comme vous dites. Et il y a ces femmes-là qui sont un genre de faire-valoir. On leur donne trois morceaux de savon, on les fait manger et on envoie le journaliste pour filmer. C'est des dons et tout. Mais ça ne vaut rien pour leur vie qui doivent changer. Ça ne change rien en leur vie, ça ne change rien de bon. En tout cas, pas en bien. C'est ça, il y a quelque chose aussi qui m'a parlé. Même si c'est vrai que vous nous lancez une pique qui, pour moi, est très objective, vous dites même, lorsqu'un travail est fait, un grand reportage sur le centre d'Agasso. Dangasso, voilà, la maison de la malédiction. C'est ça. Et le reportage qui est fait, lui, traduit toute la réalité après le décès de la dame et tout. Donc, l'opinion ébranlée, la ville chamboulée, les tripes retournées et tout le reste. Que croyez-vous qu'il arrivera Que croyez-vous donc qu'il arrivera au centre d'Angasso? Rien du tout. Rien du tout. Figurez-vous, rien, je vous dis, on ne fit rien du tout, ni pour le centre, ni encore moins pour les sorcières. Ça croit que nous sommes quelquefois aussi des auditeurs oubliés de notre propre histoire. On regarde, on est ému à un moment donné, puis on laisse, on est passé à autre chose. Et puis les choses s'arrêtent là. Personne ne poursuit l'histoire. Alors, je ne m'exclus pas. J'estime avoir fait un petit bout de la chose en faisant découvrir ce qui ne va pas. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on continue ensemble le chemin à parcourir. Vous, les journalistes qui allez faire découvrir cela, et puis ceux qui en ont entendu parler, et puis celui-ci, et puis cet autre. C'est ça. On devrait pouvoir agir ensemble à partir de là, à mon humble avis. En tout cas, vous avez agi en écrivant dans ce recueil-là, ces 5 récits des nouvelles. En tout cas, j'ai dit encore chronique sociale. C'est tellement bien écrit, tellement bien raconté. Ça se laisse lire. Et où on peut la voir? À la librairie, dans les librairies, notamment la librairie Jeunesse d'Afrique, et puis chez moi aussi, la librairie Livres et Loisirs, et puis tout bêtement chez moi-même. D'accord. Voilà. En tout cas, Bernadette Dao et Poussano, ça a été un véritable plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, moi aussi. Merci pour la disponibilité. Bon vent. Je vous le dis encore, ça se laisse lire et c'est très très intéressant. Donc, on va rester toujours dans la partie culture. En tout cas, merci d'être passé. Et cette fois-ci, nous allons parler d'une autre œuvre, Les Phrases des Binto. Un roman, celui de Amadou Koné, mais celui-ci a été adapté au théâtre et est présenté aussitôt au Carrefour international du théâtre de Ouagadougou. Élève brillant dans ses études, et Binto va voir sa vie basculer. Il sera contraint d'abandonner ses études pour faire face à ses responsabilités parentales, puisque Monique, une fille avec laquelle il a été, attend un enfant de lui, un véritable tournant dans la vie de Binto. La pièce du roman Les Phrases de Binto a été présentée donc aussitôt le 22 avril dernier. Cela jusqu'au 30, il faut le dire, parce que ça a commencé le 6 avril. Avant de recevoir le metteur en scène Noël Minungu, je vous propose de suivre cela avec Michael Tougri. Les frasques de Binto, repris sur les planches par le metteur en scène burkinabé Noël Minungu. Récit d'un jeune élève très brillant à l'école. Et Binto va tomber amoureux de Mireille et aimé par Monique. Admis à son brevet, celui qui rêvait d'un avenir meilleur va voir son rêve brisé. Une histoire d'amour entre Binto et Monique qui finit par un cauchemar. Et pour le metteur en scène de cette pièce de théâtre, son objectif est d'interpeller les parents puisque l'histoire, les frasques de Binto, est de plus en plus d'actualité. Il ne se serait pas marié, mais moi, je n'ai même pas eu le choix. Je vous amène dans le monde des ados. Alors, il faut d'abord avoir un enfant. Il faut l'éduquer à certaines choses rudimentaires
À un moment, l'enfant commence à grandir, l'avenir se prépare dans l'adolescence. Donc c'était peut-être pour moi, ou c'était pour moi une manière d'interpeller les parents que nous sommes à mieux nous impliquer à ce qui concerne l'éducation de nos enfants. À chaque fois, à la fin, des gens m'approchent et lèvent des questions en tant que père, en tant qu'ado, en tant que grand frère, en tant que grande sœur, en tant que mère, et puis bon voilà. Je suis satisfait dans ce sens. Et Bintou doit abandonner ses études pour s'occuper désormais de sa famille. Employé comme contremaître dans une société de bananeraie, et Bintou doit travailler pour assurer la paternité de la grossesse de Monique. L'adaptation de ce roman en pièce théâtrale a pris 45 jours et mobilisé une dizaine d'acteurs. Quand on est des humains, on est appelé à aimer quelqu'un un jour. Mais il y a de la prudence, il y a de la connaissance à avoir autour de ça pour ne pas tomber dans certains pièges trop faciles. Voilà, c'est malheureusement arrivé à Monique et Bento. Ça a cassé quelque chose dans leur existence. Bento qui essaye de rattraper ce qui s'est gâté, mais c'était trop tard. Les Frasques de Bintou est un roman de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Paru en 1975, le roman adapté en pièce de théâtre est en programmation aussitôt jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Nous sommes avec Minugou Noël, qui est le metteur en scène de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir. Partagé. Et pourquoi, ce que je tiens ici, c'est ça, les Frasques de Bintou, pourquoi avoir fait le choix de ce livre-là, on l'a tous lu, de Amadou Koné. On sait qu'il a écrit quand il avait 18 ans, c'est peut-être pour ça que ça parle aux plus jeunes, parce que c'est un peu de la tranche de l'âge là qu'on découvre aussi ce roman-là, très intéressant à lire et qui se laisse donc parcourir. Pourquoi ce choix? D'abord parce que l'œuvre est digeste. D'accord. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, parce que dès que j'ai rencontré cette œuvre et que j'ai ouvert la première page, je ne me suis pas arrêté. Ok. Et ensuite, parce que j'ai passé tout mon temps après cette lecture à remarquer des Moniques et des Ebento autour de moi. Dans un moment, c'est comme si quelque chose m'interpellait. Et heureusement ou pas, je ne sais pas, comme il se trouve que je suis dans le domaine du théâtre, je me suis dit, j'ai le pouvoir de convoquer l'histoire de Monique et de Bento sur la scène. Et donc vous l'adaptez, mais vous travaillez avec la promotion sortante de l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingané. Oui. Comment ça se fait le rapprochement? Alors c'est une promotion on s'est côtoyé depuis qu'ils étaient à l'école. C'est 3 ans d'études. Et pendant ce temps, nous, on fréquente les lieux puisque c'est l'espace culturel Gambili, c'est un espace culturel. Okay. Beaucoup de choses se font. Vous voyez les étudiants tout le temps pendant que vous travaillez. Alors là, des liens se créent, ils viennent vers toi, grand frère, comment vous allez, on aime ce que vous faites, nananani. Et puis bon, voilà, et puis des liens se créent. Et puis à la fin de leur étude, je me dis, oui, pourquoi pas, si vous avez envie, moi j'ai une œuvre qui me tracasse depuis un moment là. J'ai envie de vivre cette expérience. Si vous avez envie, vous êtes 16, plus moi ça fera 17, on s'embarque et on verra ce que ça donne. Mais comment on passe d'un roman comme ça à tous ces dialogues qu'on a, cette mise en scène, comment on arrive à ça? D'accord. Mais rapidement, je sais qu'on ne va pas refaire les choses, ça va prendre du temps. D'accord. Il faut aussi se dire que c'est le métier. Okay. Pendant que tu découvres l'œuvre, comme tu es aussi de ce métier qui veut que tu sois aussi dialoguiste, qui veut aussi que tu sois celui qui aille lire et de retrouver l'auteur derrière les lignes, les mots qu'il n'a pas écrits. Alors, des idées te passent comme ça, par la tête. Et puis, au moment où tu décides de t'asseoir et d'en faire une œuvre théâtrale, je pense que les choses viennent à toi. Oui. Et comment ça s'est passé logiquement avec cette promotion sortante de l'école supérieure? C'est venu assez rapidement, le jeu de rôle, ils l'ont incarné très vite, ils l'ont pris, parce que je rappelle quand même que en 2014, je pense, vous avez été prix national du Lompo du meilleur comédien burkinabé. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez, ça vous parle déjà. Oui. Comment on les emmène à pouvoir incarner au mieux ce qu'on veut avec le dialogue qu'on a écrit et tout? D'accord, c'est un travail de jeu d'acteur. Donc, ils viennent d'une école où on les apprend ça. Donc, tout ce qui manquait, c'est l'expérience.
Alors moi j'ai apporté mon expérience et ils avaient plus ou moins le savoir-faire, même s'il est brut. Et puis comme je me suis dit aussi, ou comme je voyais dans l'œuvre que c'est une œuvre qui relate la vie d'adolescents. Donc je me suis dit tout ce côté brut de ces jeunes qui viennent de sortir de l'école pourrait aussi servir à mieux donner de la vie à ces personnages. Voilà comment c'est parti. Je pense qu'on n'a pas trop souffert. Mais vous avez commencé quand même, je pense, la représentation, c'est depuis le 6 avril, c'est ça? Depuis le 6 avril. Ça continue jusqu'au 30. Les retours, c'est quoi? Plus ou moins positif. Il arrive des soirs où ça finit en pleurs, avec des parents qui t'approchent, des anonymes qui t'approchent, parce que forcément ça les amène à des histoires qu'ils ont vécues ou desquelles ils ont été témoins. Oui, je pense que c'est reçu positivement. Et j'en suis heureux. D'accord, ça c'est très bien. Maintenant, parlons justement de ce que vous pratiquez, le théâtre. C'est vrai que ça se passe dans il y a une obligation de présence géographique. Très souvent, il faut faire le déplacement, il faut que ça vous parle déjà. Est-ce que vous sentez un public burkinabé qui est très friand de cela? Jusque-là, le public du théâtre est un public quand même assez mesuré. Peut-être parce que le théâtre est assez méconnu. Peut-être parce que dans nos différents établissements, dans nos différentes écoles, c'est pas un art qui est enseigné, ou que dire, les professeurs n'en parlent pas beaucoup aux élèves, mais il y a toujours un public étranger qui domine le public burkinabé. Mais de plus en plus, on travaille à pouvoir équilibrer cela. Voilà pourquoi aussi j'ai fait le choix de travailler sur une œuvre au programme. Je me suis dit, et je ne me suis pas trompé, car depuis que nous avons commencé les diffusions, 70% du public qui est venu nous voir est un public qui n'est jamais venu au théâtre. Ok, ça c'est déjà important, c'est intéressant. Parlons de vous, Noël Minougou. Vous avez fondé, je pense en 2009, la compagnie Le Ruminant. Aujourd'hui, on est combien d'années après? C'est pas 11 ans, 12 ans 12, 13 ans. Comment ça se porte? Oui, ça va. Disons que c'était un combat. Je ne dis pas qu'on est sorti de l'auberge, parce que au départ, le but c'était de créer une compagnie qui crée un cadre qui permette à des amis de se rencontrer, des amis qui aiment travailler et de combattre. Ce que je vais dire va choquer certaines personnes, et de combattre la subvention. Combattre la subvention? Oui. Pourquoi? Alors que ça demande de l'argent, ça? Oui, parce que j'estime, moi, que toute subvention est conditionnée. Pourtant, l'artiste est censé être quelqu'un de libre. Mais en ce moment, comment vous créez, comment vous en arrivez? Parce que la création, ça, c'est de l'œuvre de l'esprit. Maintenant, la concrétisation, quelquefois, ça demande des moyens. Il faut se faire accompagner, il faut avoir des salles. Ça devient un peu plus compliqué. Oui, mais là, on essaye d'aller de manière locale. C'est-à-dire avec le rapport qu'on a avec les gens, les uns les autres. Alors, comme j'ai été formé à l'espace culturel Gambidi, alors cet avantage me permet de quelquefois venir voir le directeur, lui demander s'il peut me permettre de répéter ici 1 semaine, 2 semaines. Et puis après, si jamais ce que nous faisons, si ça marche sur les billets d'entrée, je pourrais peut-être m'arranger avec lui sur un forfait. Je comprends. Je comprends un peu le modèle économique que vous avez mis pour que vous puissiez rester maître un peu de cela. Mais que parler de ces espaces-là, justement? Vous parliez de Gambidi, on a parlé du CITO, Carrefour International du Théâtre de Ouagadougou. Il faut des scènes pour que les puristes du domaine, comment dire cela, ceux qui ont tout l'amour de la chose puissent s'exprimer. Est-ce que vous en avez comme ça qui sont... Non, mais le CITO, la configuration du CITO est différente. Le CITO, c'est une association. C'est ça. Alors, c'est tout un groupe. Je suis membre de l'association et je suis aussi membre du comité artistique du CITO. Maintenant, voilà, mais Gambidi, c'est plus ou moins un secteur privé, mais qui veut bien ouvrir ses portes à toute personne qui aime la culture et qui veut s'exercer. On va terminer cet entretien avec vous-même, parce que vous avez plusieurs causes à votre arc. Si ma mémoire est bonne, c'était en février dernier, non, pas le dernier, plutôt 2021. Vous aviez sorti un album de 10 titres. C'était Duniwata. Oui. Ça se comporte bien?
Et puis comment on gère toutes ces cordes-là? Mais en douce, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la lumière, contrairement au métier que j'ai choisi. Alors cet album, je n'ai pas fait de publicité. J'ai sorti cet album parce que j'avais envie quand même de satisfaire cette première passion que j'avais de la musique et qui finalement s'est laissée engloutir par la passion du théâtre. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ouais, je suis rentré en studio, j'ai sorti un album de 10 titres avec des thèmes révoltés. Et puis voilà, j'ai pu vendre quelques CD. Moi, ça me suffit, tu vois. D'accord. Je ne demande pas plus que ça. Voilà, merci bien d'être passé sur le plateau Ménougou. Ça a commencé le 6 avril, il faut le rappeler. Ça termine le 30 avril. Oui. Donc ceux qui veulent aller voir cette pièce peuvent encore passer aussi. La dernière semaine, donc la semaine à venir, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à 20h. D'accord, c'est noté. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler théâtre. Ça a été un plaisir. Et nous, pour ce qui est du JDS, on l'a toujours dit, les sujets qui sont abordés ici sont aussi divers que variés parce que notre actualité elle est transversale et nous allons parler à présent économie. Et nous allons parler de façon plus essentielle de recherche. On parle des quantités de boue, de vidange produites dans la ville de Ouagadougou qui évoluent, on le sait, de façon croissante avec le manque criard de dépotoirs. Un chercheur a mis en place un projet pour valoriser justement ces déchets dans le cadre de sa thèse de doctorat. L'expérience a consisté à fabriquer du compost à partir des boues de vidange pour ensuite l'utiliser comme fertilisant agricole sur du gombo et du maïs. Il s'agit, parlant du chercheur de Aristide Soré, qui est donc d'ailleurs le premier à s'intéresser au traitement des boues de vidange avec comme partenaire comme ça l'ONEA dans la ville de Ouagadougou. Abdoulrahim Nienye nous en dit plus dans ce reportage. Comme chaque matin, Auguste Soré, doctorant en environnement, arrive dans son champ d'expérience SIS à l'école polytechnique de Ouagadougou. Il travaille ici pour la production de sa thèse et le principe, c'est rien ne se perd, tout se transforme. Il est ingénieur en environnement, mais veut rendre utile ses recherches pour le monde agricole. Dans cette logique, les boues de vidange issues du centre de traitement de l'ONEA et des déchets solides récoltés au centre d'enfouissement technique de la mairie de Ouagadougou lui ont servi de matière pour fabriquer du compost. Pour expérimenter son produit, l'impétrant en utilise pour ses plants de gombo et de maïs. À vue d'œil déjà, en termes de forme, de la tige, de corpulence comme de longueur. Donc on constate que les maïs cultivés avec le compost là sont vraiment robustes. Et on voit même déjà des fruits qui se présentent à l'horizon. Il y a une différence très nette. Donc pour dire que les plantes cultivées avec le compost donnent des fruits qui sont de bonne taille, bon diamètre. Et aussi en termes de nombre, en moyenne on a 5 fruits pour les récoltes au niveau des plantes cultivées et avec le compost. Et sans compost, on a en moyenne 3. Résultat palpable qui montre le rôle important du compost dans le rendement agricole. Un résultat obtenu après 5 années de travail qui pourrait servir comme alternative au profit du monde agricole. On peut substituer le compost à l'engrais chimique que nous utilisons. Donc aujourd'hui, l'engrais chimique coûte cher. L'engrais chimique n'arrive pas à temps, les dosages sont compliqués à maîtriser par les agriculteurs. Par contre, le compost que nous avons eu à produire, c'est avec les déchets que les agriculteurs ont. Que ce soit au village, il y a des déchets verts, au village, il y a des bouts de vidange. Et donc, la perspective pourrait être appliquée là pour résoudre un problème et augmenter la productivité agricole. L'idée de cette recherche est partie d'un stage à l'ONEA après son master sur l'assainissement dans les centres de traitement des dépotoirs. Il décide de poursuivre sa thèse sur la même thématique, mais cette fois sur l'utilité de ces déchets. Il travaille donc à rendre utiles ces déchets qui sont de plus en plus encombrants. Donc, notre objectif est double. Il s'agit de trouver une solution pour boucler la chaîne de l'assainissement, mais également travailler à augmenter la productivité agricole, puisqu'on sait que dans les bouts de vidange, il y a beaucoup de nutriments qui peuvent permettre aux plantes de croître. Engagé à finaliser son étude et à la rendre utile pour l'agriculture au Burkina Faso, Auguste Soré rencontre des difficultés.
Son projet souffre de manque de financement national, chose qui met mal à l'aise Dr Samuel Woba, directeur de suivi du doctorant Auguste Soré. Il est donc contraint de compter sur les financements extérieurs, même s'il estime que cela n'est pas évident. Très peu de financement vient de l'État burkinabé. Voilà. Donc c'est toujours des organismes internationaux qui ciblent des thématiques beaucoup plus intéressantes pour eux, mais pas forcément pour nous. Je crois qu'il faut qu'on comprenne aussi que le développement de notre pays va passer nécessairement par le choix des thématiques qui concernent notre pays. Même si c'est nous-mêmes qui allons financer nos recherches, je crois qu'il le faut. Voilà. Et donc quand on parle de compostage, je ne suis pas sûr que, vous savez, si on arrive à développer le compostage, ça va forcément freiner le marché des pesticides. Donc vous savez que c'est une concurrence qui ne dit pas son nom. Donc vous n'attendrez pas que ces gens-là vous financent pour que vous puissiez développer des méthodologies qui vont donc dans le sens de produire du compost. Le doctorant rassure que le processus de compostage des déchets permet d'éliminer les pathogènes qui peuvent nuire aux plantes. Son directeur de suivi a pour sa part félicité la pertinence du sujet et a laissé entendre que cette thèse sera soutenue courant l'année 2022. Nous sommes d'ailleurs avec Auguste Aristide Soré. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi également. On sait que vous êtes doctorant à l'université Joseph Kizerbo. On le disait déjà dans le reportage. Vous êtes ingénieur au ministère de l'eau et de l'assainissement. On a eu à faire ce petit zoom sur cette technique-là que vous développez et sur laquelle vous faites de la recherche. Bon, je me pose une question comme ça. Nous ne sommes pas des puristes du domaine. Quand on regarde ça, on dit, mais en termes d'idées, en quoi ça change d'avec ce qu'on connaît chez nos parents? C'est-à-dire, on ne jette jamais tout. On récupère quelquefois certains déchets organiques et tout, et qu'on parle de fumier, on les réutilise dans des champs. En quoi est-ce que c'est différent? Alors, c'est un peu différent parce que quand on parle de compostage, il s'agit d'un processus qui est contrôlé. Un processus qui est contrôlé, maîtrisé et dont on connaît les éléments que nous avons eu à produire. Quand vous prenez par exemple le fumier qui est fait dans les fosses fumières, et on creuse et on essaie d'entasser les déchets, notamment les déchets vers l'herbe et tout, et il y a le processus de transformation. Mais là, c'est une transformation anaérobie. Ça veut dire que les bactéries qui entrent dans la transformation à travers ce processus-là sont des bactéries anaérobies qui ne produisent pas assez de chaleur pour permettre aux micro-organismes pathogènes, donc ceux qui donnent la maladie, de disparaître. On va aller doucement, parce que ceux qui nous regardent au JDS, ils ne sont pas forcément des puristes du domaine, comme j'ai dit. Donc, dans le langage, on va aller de façon plus accessible. Éviter le jargon de votre domaine. Alors, donc, je vais essayer, tant bien que mal, en tout cas, en utilisant toujours, il y a quelques mots qui sont, je vais dire, un peu carrés aussi. Oui, on comprend. Voilà. Et donc, quand vous prenez les bouts de vidange que nous utilisons, on a besoin au cours d'un processus là d'élever assez la température pour pouvoir éliminer tout ce qui peut être là-bas et donner de la maladie. Et donc, alors que quand on prend le processus au village, les fosses fumières, on n'a pas assez d'élévation de température. Donc déjà pour le substrat, donc le matériel que nous utilisons là, il était important que l'on passe à une technique qui pourrait être contrôlé pour permettre une bonne élévation de la température et un abattement conséquent des micro-organismes qui peuvent donner de la maladie pour qu'on puisse utiliser ça de façon saine en agriculture. J'ai l'impression que quand on écoute votre matière première, c'est le bout de vidange déshydraté. C'est ça. Pourquoi essentiellement ça? Alors, parce que déjà pour question d'assainissement, aujourd'hui, il nous faut travailler à avoir des latrines, mais il faut travailler aussi à boucler la chaîne, donc notamment à traiter ces bouts de vidange qui sont confinés chez nous, parce que les latrines se remplissent. Et aussi dans la chaîne de traitement, là, il ne faut pas aller traiter et entasser. Il faut qu'on valorise pour pouvoir boucler la chaîne. Donc, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, c'est pourquoi dans cette logique-là, nous sommes ingénieurs en assainissement et soucieux des questions environnementales. Nous avons vu qu'il était très important parce que les stations de traitement au Burkina Faso existent depuis 2014, quand on prend pour le cas de l'ONEA. Et donc, depuis là, on traite les bouts et on les entasse sans filière de valorisation.
alors que ces boues entassées naturellement posent quelques problèmes. Et donc les questions, est-ce que c'est pas pathogène, c'est pas difficile pour l'environnement, est-ce que ça ne pose pas d'autres aspects? Et donc alors qu'on connaît... Mais quand vous dites qu'ils sont posés comme ça dit qu'ils se sédimentent là? Les boues de vidange, après qu'on les décape sur les lits, sont entassées jusqu'à présent. Ça, ce sont des choses que l'on peut aller constater. Voilà, le dépôt de boues de vidange. Et donc, il y a nécessité d'abord de connaître ce qui se trouve dans ces boues de vidange, notamment en termes de caractérisation, pour voir à quelle filière on va utiliser pour pouvoir valoriser ça sans beaucoup de danger. Et nous, par exemple, nous avions travaillé en amont pour ça. Nous avons fait la caractérisation de ces boues et nous avons même un article scientifique dessus qui montre la qualité de ces boues et qui montre aussi que ces boues peuvent être valorisées en agriculture sans problème pour ceux qui vont utiliser. Et donc c'est ça qui a ouvert le chemin pour que nous puissions emprunter la piste de valorisation à travers le compostage. D'accord. Maintenant, parlons de la question de la qualité hygiénique de ces composts-là, parce que souvent, quoi qu'on dise, c'est ce qui repulse certains, ou qui se disent aussi que est-ce qu'à la fin c'est si propre de l'utiliser dans son processus de germination et tout. Ok, donc c'est justement dans cette optique de qualité hygiénique-là que nous avons opté pour le compostage et non pour les fosses fumières. Parce qu'au cours de notre processus, vous voyez, il y a l'élévation de la température à l'intérieur des andais de compost. C'est quand on entasse les déchets de façon maîtrisée. Et donc, les températures, nous avons eu des températures qui dépassent même 75 degrés à l'intérieur. Et donc, nous connaissons les bactéries qui donnent les maladies. Quand on les expose à une température supérieure à 55 degrés pendant 5 jours consécutifs, on les élimine totalement. Ça, c'est des recherches déjà en amont et nous nous sommes appuyés sur ces bases-là. Et donc, nous qui avons atteint plus de 75 degrés, on a déjà la prévision qu'il n'y aurait pas de pathogène. Mais à la fin du processus, des analyses sont faites. Ça veut dire chaque semaine, on retournait le compost et on prenait un échantillon qu'on analyse au laboratoire pour voir l'évolution, comment les microbes disparaissent, comment se comporte le processus. Et nous pouvons dire que ce que nous avons produit à la fin, la qualité hygiénique est très opérationnelle. Et on le compare, il y a des normes, notamment des normes OMS, parce que le Burkina n'en dispose pas directement pour le moment. Donc nous, on se base sur les normes OMS qui disent par exemple qu'il ne faut pas trouver, je vais citer des noms de bactéries, et par exemple des parasites, les œufs d'helminth, il ne faut pas en trouver dans les boues parce que c'est eux qui sont responsables des maladies comme la typhoïde, comme le choléra, comme beaucoup d'autres. Alors il y a aussi les salmonelles qui donnent la diarrhée, il ne faut pas en trouver. Et nous, quand on a analysé nos boues, au cours du processus, au départ, il y en avait beaucoup, mais au cours du processus, il y a eu l'abattement, donc l'élimination de ces bactéries pathogènes-là. Et ces composts sont vérifiables. Il y a toujours les échantillons. Et c'est ça qui nous conforte dans la position qu'il faut effectivement trouver rapidement des solutions pour ces boues, parce que ces boues entassées contiennent ces bactéries et ces pathogènes que nous avons cités. Et ça devient dangereux. Et ça devient dangereux. Donc il faut rapidement trouver une solution pour pouvoir éliminer ce problème-là. Et puis la question des tests de germination, parce qu'à un moment donné, il faut passer maintenant à l'utiliser d'une façon très claire avec ce qu'on a comme plan ou ce qu'on a comme choix. Et vous avez fait le choix du gombo. Et normalement, c'est quoi, 45 jours après, mais vous avez des éléments plus probants. Oui. La variété que nous avons choisie, c'est le gombo et le maïs. Et spécifiquement pour le gombo, et la variété, c'est la variété indiana, qui en principe a un cycle de 45 à 55 jours. Mais nous, déjà, à partir du 30e jour, on avait déjà des fruits. Et on était plus ou moins obligé, avec ce qu'on a comme élément de résultat, de commencer la récolte autour des 40e jours, parce que les fruits étaient déjà grands, gros et en forme. Par contre, ça c'était au niveau des cultures où nous avons utilisé le compost que nous avons produit. Mais quand on observait, dans les pots où on n'a pas utilisé le compost, les premières récoltes, on n'a pas pu effectuer sur ces plants-là parce qu'il n'y avait pas encore conséquemment de fruits pour être récoltés. Et il faut dire aussi que c'est plusieurs types de compost qu'on a produits. Au moins 5 formulations de compost. Et ça s'est fait en 2 phases. La première phase, c'était pour maîtriser
le ratio de mélange qu'on va faire entre les bouts de vidange et puis les déchets solides organiques. Il faut ajouter qu'on n'utilise pas seulement les bouts de vidange, on utilise aussi les ordures ménagères qu'on vient ramasser devant les portes. On est dans le recyclage. Voilà. Et on fait un tri pour prendre la partie qui peut être dégradée, donc qui peut pourrir, pour mélanger. Et il fallait trouver un moyen pour que, si on veut répéter le processus, on puisse le faire et obtenir un compost de qualité presque semblable à ce qu'on a pu faire au départ. Parce que c'est ça aussi la science. La science doit être reproductive. Et donc là, on est allé sur les bases de ratio et de mélange et nous avons fait plusieurs tests pour voir quelle quantité mélanger exactement pour avoir un bon résultat. Et aujourd'hui, on maîtrise ça déjà et ça peut se reproduire. Et après, on a regardé si on est à quelque part où nous avons des bouts de vidange et seulement des papiers carton. Comme si vous prenez Kosodo, il y a beaucoup d'industries et il y a beaucoup de papier carton. Mais il n'y a pas beaucoup de restes alimentaires ou de feuilles, par exemple. Et donc, on a varié maintenant les différents déchets qu'on peut utiliser comme co-substrat pour accompagner les bouts de vidange déshydratés. Et on a utilisé les papiers carton, les restes alimentaires et aussi les feuilles. Et donc, on a testé plusieurs fois et ces expériences que j'ai dit ont été répétées plusieurs fois et nous avons les résultats. Et c'est ça maintenant, pour que ça soit visible, constatable et attrayant surtout, c'est ça qui nous a amené à aller sur des tests agronomiques à grande échelle au champ, pour que les gens puissent voir. Parce qu'il fallait aussi pour nous casser cette barrière, psychologique qu'on a. Quand on dit qu'on a utilisé les bouts de vidange, souvent ça peut choquer. Mais quand les gens voient le rendement, ça peut amener les gens à dépasser cette barrière psychologique-là pour aller vers le compostage. On comprend l'apport que cela pourrait avoir. Très intéressant d'ailleurs, parce que dans les images qu'on partageait tout à l'heure, il y avait un camion qui est en train de déverser son contenu quelque part dans une ruelle, pensant qu'on ne le voyait pas. Et ça a été rattrapé après. Ça veut dire que cet incivisme-là, c'est parce que c'est compliqué d'aller trouver d'abord des lieux pour le faire. Et alors que ce sont des richesses avec lesquelles on va dire que ces personnes-là se promènent ainsi. Maintenant, comment est-ce que vous êtes accompagné? Parce que c'est ça aussi le plus important dans le reportage qu'on a pu réaliser avec vous. On a l'impression qu'il y a l'ONEA, il y a l'université, il y a tout ça, mais c'est encore difficile. C'est très difficile. Il faut dire que nous avons eu l'idée. Et en 2017, quand on était au niveau de l'ONEA comme stagiaire, et j'ai écrit un projet et j'ai postulé pour financement au niveau de l'Association africaine pour l'eau basée en Côte d'Ivoire. Et on m'a soutenu à hauteur de $500. Alors que pour les analyses au laboratoire, il en fallait vraiment beaucoup plus. Alors j'étais étudiant au niveau des 2 yeux et vu la pertinence de la thématique, j'ai été accompagné par le laboratoire au sein de 2 yeux pour pouvoir mener à bout la première phase du travail qui consistait à vérifier est-ce qu'on peut produire le compost et est-ce que ce qu'on a comme qualité de boue là peut amener à un résultat probant. Après ça, le financement était clos et nous on a décidé nous-mêmes de continuer sur fonds propres. Et j'ai eu la chance, comme après ce travail, j'ai été intégré à la fonction publique comme fonctionnaire, j'ai dû moi-même prendre un prêt pour continuer la recherche et avec le soutien aussi de mon encadreur que je salue bien au passage. Et c'est au fur et à mesure que nous avancions, qu'au niveau aussi du laboratoire de l'université, quand il y a quelques moyens pour nous soutenir, on nous donnait des coups de main. Mais surtout, tout le gros travail se faisait sur fonds propres parce que les analyses coûtent extrêmement cher. C'est à des coûts de millions que nous avons analysés. Et tout dernièrement, pour la dernière phase, nous avons eu aussi le soutien de International Water Management Institute, IMI, qui, en collaboration avec l'ONEA, voulait initier aussi des tests pour voir la valorisation de ces bouts-là. Et donc, nous avons vu sur Internet qu'il y avait cette possibilité, ce travail qui voulait être fait, et nous avons vite fait de postuler pour essayer de voir est-ce qu'on pouvait nous permettre d'accompagner ce travail. Et c'est avec plaisir qu'on m'a retenu pour faire un stage d'essai avec eux. Et eux, ils ont financé les analyses laboratoires qui concernaient cette partie du travail. Mais les fonds n'étant pas extensibles, tout dernièrement, le financement à ce niveau était clos. Et il nous fallait, parce qu'on est vraiment à la dernière phase, il nous fallait encore aller sur fonds propres
pour arriver au résultat, parce qu'on veut vraiment d'ici décembre soutenir aussi cette thèse-là. Et donc vraiment c'est un peu difficile, mais c'est la recherche en général au Burkina Faso, il y a difficulté d'avoir des soutiens probants, surtout quand les gens ne voient pas les résultats, alors qu'il faut mettre de l'argent pour pouvoir voir aussi les résultats. Et puis il y a ce que le professeur ressortait tout à l'heure, quand il peut avoir des antagonismes, je parle d'intérêt avec certains, on va dire, quand on regarde le domaine et la thématique, c'est vraiment les producteurs d'engrais et autres qui sont votre concurrent premier, et donc ça devient difficile qu'on vous accompagne. C'est ça, et nous par exemple sur notre site, nous avons fait des essais notamment avec le maïs, où nous avons cultivé avec nos différents composts et aussi avec l'engrais chimique, et quand on arrive, la différence est toujours nette. Ce qu'on a fait avec nos composts présente un aspect en termes de morphologie, donc la forme, les tiges sont bien robustes, et actuellement il y a déjà des fruits du maïs, alors que sur là où on a cultivé avec l'engrais, il n'y a toujours pas. Dernière question, parce que là on parle de science, il y a la réalité aussi de la question de l'économie d'échelle. Parce que vous pouvez produire quelque chose en un temps, maintenant il reste la question de l'échelle pour qu'elle soit applicable à tous, accessible à tous. Est-ce que ça ne demande pas trop de moyens et ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts? Ce qui nous a amené à prendre le compostage comme solution là, c'est que pour ce qui est de la valorisation des bouts de vidange, c'est le processus le moins coûteux qu'on puisse avoir. Et c'est un processus facilement maîtrisable, et même au niveau des gens qui n'ont pas fréquenté, notamment nos paysans, ils peuvent reproduire cela. Et donc maintenant, ce qui est de la vulgarisation, et c'est ce qui fait souvent quand on dit que les chercheurs ne trouvent rien, ou bien ils trouvent mais ils sont cachés. En réalité, c'est comme quand vous allez au marché, vous devez vous payer des condiments pour venir préparer une sauce pour des gens. Vous savez que c'est bon, quand on va goûter, on va dire que c'est bon. Malheureusement, vous devez aller supplier les gens pour venir manger. Et c'est très difficile. Donc nous, à notre niveau, nous sommes sûrs que cela est possible. Et au Burkina Faso, au niveau du programme national eau et assainissement, le PNAUE, il a été opté comme valorisation des bouts de vidange là, le côté agricole, valorisation agricole. Donc c'est vraiment, et à nous seuls, on ne pourra pas vulgariser ce travail. C'est pourquoi nous travaillons à montrer l'importance, à montrer que les résultats sont probants, pour que des soutiens viennent et qu'on essaie de mettre ça à l'échelle. Mais si on reste à l'écart et on dit bon, c'est un travail d'un étudiant et de son encadreur, ou un travail d'un laboratoire, et on ne fait pas de soutien, ça sera vraiment dommage. Et on espère que votre passage au JDS, Journal Dimanche Soir, aura contribué et contribuera à faire comprendre aux uns et aux autres l'importance de ce dans quoi vous êtes, parlant de cette recherche-là, et que des oreilles indiquées, attentives, viendront. Merci en tout cas Auguste Aristide Soré d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes doctorant à l'université Joseph Kizerbo et ingénieur au ministère de l'eau et de l'assainissement. En tout cas, merci et bonne suite. On va terminer, nous, ce JDS par la partie sport. Et dans la partie sport, un premier reportage que nous allons vous partager, le championnat national des petites catégories, à savoir U15, U17, U20, qui a connu son dénouement ce week-end même. C'était au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Il y a eu plus de 2000 équipes sur le territoire national à participer à ces championnats. Et en finale, ce sont donc les équipes FADA Academy et Association Football Club de Ouézinville AFCO, donc qui raflent pour ce qui est des U15, Asmaya Vefka en U17 et Real du Faso Kolba en U20. Ce sont donc ce qui est ressorti de ce championnat-là. Le point nous est fait par Yacinthe Savadogo. Les U20 du Real du Faso sont sacrés champions de la saison 2021-2022. Face à Colman de Bobo du Lasso, champion la saison dernière, les jeunes de Pouiri Webonga n'ont pas trébuché ce dimanche. Ils prennent le jeu à leur compte dès le coup d'envoi et parviennent même à ouvrir le score. Ils doublent la mise avant la pause. À la reprise, le Real du Faso continue dans la même lancée devant une équipe de Bobo très faible sur tous les plans.
Score final, 5-0 et le Real est champion. Depuis la saison dernière, avec le doyen Piori, on a mis comme un déplacement en place. Donc voilà, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a gagné. Voilà, donc je vais porter vers l'avant et on cherche les failles de l'adversaire puis planter les buts uniquement. C'est comme ça. Voilà, on a travaillé depuis 10 ans et parce que c'est l'aboutissement d'un travail acharné. C'est dans la logique de notre travail. On n'est pas trop fiers pour ça, on n'est pas mécontents aussi. Nous sommes en train de faire un travail. Si le travail, la mayonnaise prend là, vous allez savoir qu'effectivement, nous allons jouer un football autre que les autres. Avant cette finale, soit la veille, les finales U15 et U17 ont été aussi jouées. À U15, c'est l'association Football Club Ouizinville du Bobo qui est championne après avoir battu Fada Academy par le score de 2-0. À U17, Vision Football Club du Kadiogo, VFCK, vient à bout de l'AS Maya sur le score de 3-1. Ce n'était pas facile, vraiment, c'était des parcours. Voilà. Et bon, ce que j'ai à dire, c'est féliciter d'abord mes joueurs. Voilà, que vraiment, le chemin était long. Mais ils ont fait vraiment beaucoup de courage et puis tant d'efforts, donc vraiment c'est à les saluer. Un championnat qui, malgré les différentes difficultés telles sécuritaires et financières, s'est très bien déroulé dans son ensemble, selon les premiers responsables du football burkinabé. La Fédération burkinabé du football a toujours travaillé dans le sens de la préparation de la relève et pour nous cette compétition vient tout dire. Pour dire que, en tout cas, nous allons continuer à œuvrer dans ce sens-là pour que nos équipes puissent avoir une bonne relève. Chaque année, nous recevons des formulations d'ajouts dans le sens de l'amélioration de ces compétitions-là. Et comme je viens de le dire, on ne ménagera aucun effort pour continuer à investir au niveau des jeunes pour que nous puissions avoir une relève sûre. Plus de 2000 équipes des différentes catégories U15, U17 et U20 des 13 régions ont pris part à ce championnat. Chaque équipe finaliste a reçu un jeu de maillot, des ballons et un chèque. Les équipes championnes ont en plus reçu leur trophée. Nous sommes dans la partie sport de ce JDS et comme il est de coutume, je reçois Claude Romba, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy Va. En tout cas, on est ravis d'être sur ce plateau pour parler de sport. Plaisir partagé. On va parler de Ligue 1 Lonabé, 26e journée. On commence avec des images qu'on a, c'est EFO AS Sonabel. Oui, il faut AS Sonabel pour la 26e levée du face au foot. C'était hier au stade Issoufou Joseph Korobo. En tout cas, on croyait que l'équipe de l'AS Sonabel allait donc se réveiller par rapport donc à son match réussi le week-end dernier. Eh bien non, c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui voyait donc la possibilité de prendre la première place du classement avant donc la fin de cette journée. Eh bien, ils n'ont pas manqué cette occasion puisque la reine des stades est venue à bout de cette équipe des électriciens par 3-1. On voit ici le but de Abdoulaye Zongo, le défenseur central de l'équipe de l'étoile filante de Ouagadougou. Il n'est pas coutumier du fait, mais dans tous les cas, c'est un but d'avant-centre qu'il réussit là avec le plat du pied. Et donc le Burkinabé, en tout cas l'international burkinabé Abdoulaye Zongo permet à son équipe de mener 2-0 donc avant donc ce troisième but sur une bourde, je dirais bien une bourde du gardien de but des électriciens qui s'est fait, il faut le dire, électrocuter ici sur cette balle apparemment anodine. Eh bien, il y avait du courant dans ce ballon puisque il n'a pas pu le maîtriser. 3-0 pour l'étoile filante de Ouagadougou qui va se relâcher un peu et permettre à Cyril Nguessan donc de réduire la marque pour l'équipe de l'AS Sonabel. En tout cas, c'est très difficile pour les électriciens qui n'avaient surtout pas besoin de cette défaite-là en ce moment de ce championnat, puisque là, ça devient difficile et le maintien va se jouer jusqu'au bout pour cette équipe de l'AS Sonabel. On va écouter d'ailleurs les entraîneurs. On va écouter les entraîneurs de ces deux formations. Ce qui est important ici, c'est les 3 points. 3 points qui nous permettent d'être en contact permanent et frontal avec ceux qui sont devant. Le reste,
On verra comment on va gérer ça. C'est le travail, c'est la répétition, beaucoup de répétitions. On fait, on reprend, c'est ça. C'est tout. On répète beaucoup, nous on répète beaucoup. Voilà. La suite, c'est le titre qu'on vise. C'est le titre qu'on vise, on va être champion. C'est tout. Merci. Il faut dire que c'est les matchs, c'est le football qui est comme ça. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur, voilà, on n'allait pas perdre ce soir. Mais tout compte fait, je me dis que la production du jeu vers la fin du match a montré quand même quelque chose d'intéressant et nous allons nous appuyer là-dessus pour travailler davantage pour les autres matchs qui restent. Oui, comme je l'ai dit, c'est des situations qui arrivent. Voilà, ce n'est pas dans le championnat burkinabé seulement que cela arrive. C'est vrai que ça nous coûte des points, mais écoutez, c'est le travailler mentalement pour qu'ils puissent revenir rapidement pour les autres challenges. Voilà, c'est comme ça, ce n'est pas la dernière journée du championnat. On va continuer à travailler pour ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'après d'avoir encaissé le premier but, on est rentré dans une nervosité qui nous a coûté notre concentration et notre sérénité dans le match. Et ça nous a fait sortir du match. C'est ça qui nous a beaucoup pénalisé. Avant qu'on ne se ressaisisse vers la fin du match, bon, le mal était déjà fait. Voilà, mais je pense que c'est travailler davantage pour corriger ces erreurs-là. Merci. Déconvenu pour l'AS Sonabel avec les entraîneurs qu'on vient d'écouter. Il faut dire que c'était le deuxième match de Adama Yanogo, un nouvel entraîneur de cette équipe de l'AS Sonabel qui a remplacé dans la foulée Bagué. Malheureusement, ça n'a pas été. En tout cas, si le premier match a été donc une victoire pour Adama Yanogo, mais ce deuxième match-là a été véritablement une désillusion puisque l'AS Sonabel a plié les Chines 3 buts à 1. Je pense que c'est assez beaucoup quand même. Ce qui n'est pas rien. Et puis les autres résultats pour la 26e journée. Eh bien, il faut dire que l'étoile filante de Ouagadougou n'a pas duré longtemps dans le fauteuil de leader, puisque l'Asfa Yenega, qui jouait ce soir, a repris la place de leader du face au foot grâce à sa victoire 1-0, une victoire étriquée face à l'AS Police. Salitas, donc dans le bal des mal classés, eh bien, s'est fait accrocher ici à Ouagadougou par l'équipe de Kiko, 1 but partout. On a vu l'étoile filante de Ouagadougou qui a pris le meilleur sur l'AS Sonabel, 3 buts à 1. Et puis du côté de Bobo du Lasso, c'est Majestic qui a réussi un bon déplacement puisqu'ils sont allés battre Royal FC sur ses installations 2-3. L'ASK et la SEC de Koudougou se sont neutralisés, 0 but partout. L'ASFB se donne encore un peu de bol d'air puisqu'ils ont battu l'AS Douane 2 buts à 1. L'USFA et le RCK également se neutralisent donc avec un score vierge. Donc à Bobo du Lasso toujours, le RCB a battu Vitesse FC par 1 but à 0. On peut dire que ça sent bon pour les équipes de Bobo du Lasso. En tout cas, que ce soit la SFB ou le RCB qui sont sortis donc, de la zone rouge et qui sont en train de petit à petit gagner leur pari de maintien dans ce face-au-foot. Et c'est l'Asfa Yenega qui est en tête avec 44 points et l'EFO est deuxième avec 42 points. Majestic est troisième donc avec 41 points. Il faut dire que c'est Salitas qui ferme la marche toujours. Il faut dire que c'est un peu difficile pour l'équipe des Colombes de Ouagadougou, même si ils ne sont pas encore totalement condamnés, mais ça va être difficile pour les protéger de Amani Yao si ça continue ainsi. D'accord, Claude Romba, il y a cette nouvelle aussi qui est tombée parce qu'on attendait depuis le successeur à l'ancien entraîneur l'entraîneur national Kamou Malo et on connaît maintenant le nom Hubert Veluda. Bon, Veluda. Mais lui il vient après Togo, Soudan, c'est sa troisième expérience, on dira comme ça. C'est sa troisième expérience en termes donc d'entraîneur national. C'est cela. Maintenant, le choix a été fait par une commission. On ne va pas peut-être trop discuter sur le choix. Dans tous les cas, ça a été un choix scientifique, je pense. Il y avait des critères. Maintenant, sur les critères, on peut en parler puisque parmi les critères, il y avait donc avoir participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Or, Hubert Velud n'a participé à aucune Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'il a qualifié le Togo pour la CAN du côté donc de l'Angola. On a vu comment c'est vrai que le Togo n'a pas pu jouer parce qu'il y a eu l'attaque de Kabinda. Finalement, il a dû démissionner après la mort de son adjoint. Et lui-même, il a été blessé dans l'attaque. Après, il qualifie les Crocodiles du Nil
du Soudan pour la Coupe d'Afrique des Nations et il se fait virer à la veille de cette Coupe d'Afrique parce qu'il n'a pas réussi la Coupe arabe FIFA. Il a fait 3 matchs, 3 défaites, 10 buts encaissés. Donc il a été viré. C'est sa 3e expérience si il prend le Burkina Faso. Je dis bien si, parce qu'il y a encore des choses à régler. Quand on sait qu'il y a des bisbilles au niveau de la Fédération burkinabé de football, aujourd'hui la légalité de la désignation de l'entraîneur est mise en doute. Parce que selon les textes de la Fédération burkinabé de football, notamment l'article 45, le point 8, qui dit que les entraîneurs sont engagés par le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Or là, c'est une commission qui a été mise en place par le président Lazare Bansé. Et encore, dans cet article 45, au point 3, qui dit que la création des commissions ad hoc est une initiative du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Or, on sait que depuis la réunion qui a été avortée, ou en tout cas où les 10 ont décidé de claquer la porte, il n'y a plus de réunion du comité exécutif. Donc, au vu de tout ça, la légalité un peu de cet entraîneur. On va dire que ça va faire débat. Mais ça va encore faire débat. On va attendre de voir. Dans tous les cas, la commission, elle, a fait son travail de façon scientifique. On l'a dit. Donc, elle a désigné un entraîneur, Hubert Velud. Maintenant, la grosse interrogation, c'est que Hubert Velud était avec 2 autres entraîneurs qui sont des entraîneurs, je dirais, nationaux. Il s'agit de Oscar Barraud, qui a participé à une Coupe d'Afrique des Nations avec les étalons cadets. Non, juniors plutôt, les étalons juniors. Ensuite, il y avait l'ex-entraîneur adjoint, qui est Firmin Sanou, qui lui également aussi a participé à plusieurs CAN. Donc, on ne sait plus ce qui s'est passé au niveau de la commission. Est-ce qu'en temps, les critères qu'eux-mêmes avaient donc édictés sont passés à la trappe, ou bien parce qu'on ne voulait pas d'entraîneur au niveau d'un entraîneur burkinabé? Ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Dans tous les cas, comme on dit, le vin est tiré. Je pense qu'on doit le boire, ou en tout cas, on va attendre un peu que cela soit validé par le ministère des Sports et des Loisirs. Ça encore, c'est une autre paire de manches. Mais toujours est-il que le communiqué de la fédération est clair, c'est Hubert Velud qui a été le choix de la commission qui a été donc mise en place pour la désignation d'un nouvel entraîneur. Sur 64 dossiers, eh bien c'est Hubert Velud qui a donc remporté la palme. On peut dire que c'est lui le nouveau sélectionneur des étalons du Burkina Faso. 64 dossiers, 19 nationalités différentes, c'est ce qu'on disait. Tout à fait. Mais est-ce que, pour dire vrai, parce qu'on a entendu aussi beaucoup de bruit de couloir, ça il faut le dire de façon très claire, c'est qu'il y a une question de plafonnement aussi dans la question de paiement du sélectionneur qui pourrait être handicapant ou qui pourrait être en tout cas très déterminant dans le choix qu'on a eu. C'est vrai qu'avec les renseignements qu'on a eus au ministère, le ministère dit en tout cas dément en tout cas cette assertion. Il n'a jamais été question de plafonner quoi que ce soit. En tout cas, le ministère n'a pas dit ça. D'après les informations que nous avons reçues, ils n'ont jamais parlé de plafonnement. Même si en filigrane, on sent qu'au niveau du ministère, on ne cache pas, ou en tout cas, on souhaite en tout cas que ce soit un entraîneur burkinabé, mais ils disent qu'ils n'ont jamais demandé le plafonnement parce que tout ce qui se passe au niveau de la fédération, c'est des problèmes au niveau de la fédération qui n'interviennent pas. Donc ils n'ont jamais parlé de plafonnement. C'est ce que j'aurais appris en tout cas quand on est parti à l'information. Maintenant, on sait qu'il y a des dossiers aussi qui sont en instance parce qu'il y a des entraîneurs, il y a des contrats des entraîneurs des autres entraîneurs nationaux, des autres entraîneurs des équipes nationales ces contrats qui n'ont pas été validés. Donc finalement, on ne sait plus à quoi s'entendre ou en tout cas, on ne sait plus à quel sens se vouer par rapport donc à la situation qui prévaut au niveau de la Fédération burkinabé de football et évidemment aussi du ministère des Sports et des Loisirs. D'accord. Et une fédération qui entrevoit une assemblée extraordinaire. Une assemblée générale extraordinaire qui est prévue pour le 28 mai prochain du côté de Koudougou, mais on apprend également aussi que les 9, pas les 10 mais 9 ont déposé un recours
contre la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. Donc ils ont déposé un recours pour l'annulation de cette assemblée générale extraordinaire qui ne respecterait pas donc les textes de la Fédération burkinabé de football. Et donc ce recours a été déposé à la commission d'appel de la Fédération burkinabé de football. Autant le dire, finalement, on ne s'en sort pas au niveau de la Fédération burkinabé de football. Dernière question, ce sera la dernière pour ce JDS là d'ailleurs. On sait que chez nous, il y a encore des problèmes. On va aller en Côte d'Ivoire où il y a eu des élections. Eux aussi, après moult péripéties, ils sont passés par beaucoup de choses. Il y avait un candidat qui était très attendu, Didier Drogba. Il termine 3e, n'arrive même pas au second tour, c'est ça, non? Bon, mais c'était pas attendu. Je dirais quand on regarde. Un candidat qui était beaucoup attendu de la part du public, mais pas de la part du monde du football, parce que quand on regarde... Pas parmi les votants. Parmi les votants, parce que c'était un peu difficile. C'est vrai qu'il y a eu quand même cette situation, on voulait, en tout cas, cette appréhension des acteurs du football, du monde du football ivoirien, qui voyaient comme une imposition de Didier Drogba, et ça a été mal perçu. Et je vous l'avais dit ici la fois dernière, je dis quand on regardait la liste, il n'y avait qu'un seul club de première division avec Didier Drogba, c'était l'Is de Sassandra. Et quand on sait, en tout cas, l'histoire du football burkinabé, si vous n'avez pas des cadors comme l'ASEC ou l'Africa, c'est un peu difficile. Surtout que l'ASEC qui tient le lead au niveau donc du GX, le GX quand même c'est un potentiel de votants. Et ce GX là était derrière Idriss Diallo. En tout cas, quand on a le GX derrière, je vois que il est très difficile qu'on ne soit pas président de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est ce qui s'est passé. Idriss Diallo avait le soutien du GX. Et donc le voilà aujourd'hui propulsé à la tête donc, de la Fédération ivoirienne de football. Malheureusement, Didier Drogba n'a pas franchi le premier tour puisqu'il a été éliminé dès le premier tour. Donc les deux candidats qui étaient véritablement en liste pour ce poste, c'était Sori Diabaté et Idriss Yassine Diallo. Et Idriss Yassine Diallo qui est aussi, qui est aussi membre de la SEC Mimosa. Donc voilà qui. Donc la fin on la connaît. Voilà, la fin on la connaît. Bonne chance donc à Idriss Diallo. On espère que pour cette fois-ci, il n'y aura pas de contestation et que on va permettre donc à Idriss Yassine Diallo de dérouler son programme et à Didier Drogba de se préparer pour 4 ans. Je pense que 4 ans, c'est pas si loin que ça et ça va venir. Et Didier Drogba aussi doit comprendre, il doit tirer les leçons de cette campagne-là pourquoi il a échoué, parce que on lui reproche le fait de ne pas connaître les réalités du football ivoirien. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, je pense qu'il s'il se met véritablement aux affaires, s'il essaie de toucher du doigt les réalités du football ivoirien, les réalités des clubs ivoiriens, les réalités des dirigeants ivoiriens, je pense que ça pourrait lui permettre évidemment de voir un peu plus clair, parce qu'ils estiment que son projet, c'est vrai, quand on le lit, il est assez attrayant, mais il est aussi démagogique, parce que connaissant les réalités donc, du football ivoirien, je sais pas moi qui le dis. Oui, mais c'est sûr. On espère que ça lui donnera le temps d'une meilleure implication dans ce football ivoirien. On espère en tout cas. Merci bien Claude Lomba. Merci à vous sur ce plateau. C'est terminé aussi pour ce JDS, journal du dimanche soir, que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme lui se poursuit sur True TV. Nous vous souhaitons bonne suite de programme, en espérant vous retrouver dimanche prochain, toujours à 19h30. Et d'ici là, portons-nous bien.